continuer notre discussion concernant la crise palestinienne. On a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ali Kamel, qui est analyste politique. Bonsoir. Allô? Allô, Dr Ali, vous m'entendez? Bonsoir, madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, la réunion au Caire concernant le conflit à Gaza. Oui. Bonsoir. Bonsoir. La réunion au Caire concernant le conflit à Gaza, elle aura lieu le 4 mars. À quoi on s'attend de cette réunion? Allô? Oui, c'est quand même une réunion très importante parce que on doit faire le point sur la situation à Gaza et je pense qu'on arrivera à une solution diplomatique intéressante, puisque si on considère la visite de Anwar el-Sadat 1977 en Israël, en Knesset, on considère à l'époque que le monde arabe n'était pas d'accord avec l'Égypte. Mais maintenant, avec le président Abdel Fattah el-Sisi, et avec M. Bourret, dans la Ligue arabe, on a réuni le monde arabe. Donc la position de l'Égypte est actuellement renforcée par le monde arabe. On sait que Israël, depuis toujours, a été persécuté, on va dire ça comme ça, par Hamas. Vous pouvez m'entendre du téléphone et pas de la télévision? Et pardon? Vous pouvez m'entendre du téléphone, pas de la télévision? Parce qu'il y a un décalage, un petit décalage. Oui, il y a un décalage entre votre discours et ce que j'entends devant l'écran. D'accord, vous entendez-moi s'il vous plaît du téléphone, pas de la télévision. Ok, je ferme la télévision actuellement. Oui, s'il vous plaît. Pour que je puisse vous entendre. Oui. Je pense que si on considère sur le plan historique qu'il y a un renversement de la situation, dans la mesure où tout le monde arabe maintenant veut qu'il y ait une solution politique, et que nous, en Égypte, nous n'avons rien contre les Juifs, puisque les Juifs, ils ont vécu en Égypte, ils ont vécu au Maroc, ils ont vécu dans le monde arabe, depuis des siècles et des siècles. Oui, le problème, c'est avec les Israéliens. Oui, mais les Israéliens, maintenant, si les rabbins juifs disent que l'État d'Israël est en contradiction avec la religion juive, si on considère ça, donc on arrivera à une solution pacifique de vivre ensemble. La question posée, est-ce que nous traitons, est-ce qu'on revient marche arrière par rapport à 1977, ou est-ce qu'on va trouver une solution politique basée sur le vivre ensemble? Parce qu'on n'ose même pas dire on va vivre ensemble. On dit qu'il y a un État palestinien, il y a un État hébreu ou un État israélien. C'est ça là, qui demande le monde arabe. On essaye toujours d'aboutir à la solution à deux États. Allô? Oui, je vous attends. Je disais qu'on essaye d'aboutir à une solution à deux États. La question de deux États, c'est une question intéressante, bien sûr, sur le plan diplomatique, mais sur le plan académique, mais sur la pratique. Est-ce que l'État israélien va être absorbé par l'État palestinien, ou est-ce que c'est l'État israélien qui va phagocytiser la
l'État israélien? C'est-à-dire, qui va diriger? Est-ce que c'est des séparations entre deux États avec l'aide des Nations Unies ou avec l'aide internationale Oui, ou apparemment, avec... oui. Oui, c'est ça, Donc, apparemment. on peut imaginer une solution pacifique de vivre ensemble, puisque tout le monde dit nous sommes tous les enfants d'Abraham. Eh ben, les enfants d'Abraham rejettent toute idée du terrorisme ou d'extrémisme, soit du côté de Hamas ou du côté d'Israël. Donc, la violence engendre la violence. La violence engendre la violence. La solution diplomatique, comme il l'a osé faire Anwar el-Sadat en 1977, est une option pour tout le monde pour vivre ensemble. Voilà le mot que je vais dire. Comment peut-on vivre ensemble? Monsieur Trump et le secrétaire d'État américain ou Netanyahou, l'idée de rejeter les Palestiniens en dehors de Gaza et les renvoyer en Jordanie ou en Égypte ou en Arabie Saoudite, tout ça c'est des parlottes, mais qui n'est pas, c'est pas possible qu'on l'exécute, si vous voulez, sur le plan pratique. D'accord? Comment on peut réaliser le projet de Donald Trump? Comment les Israéliens eux-mêmes vont accepter la position des États-Unis? Et on sait très bien qu'aux États-Unis, tout le monde n'est pas d'accord avec Donald Trump. Il y a les républicains, il y a les... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le Pentagone aussi qui donne son avis. Hein? Donc, nous ne voulons pas une troisième guerre au Moyen-Orient, nous voulons la paix. Et je pense que l'Égypte, c'est un pays modérateur. Nous ne sommes pas un pays qui cherche à agresser. On se défend, nous. Nous, on dit que on ne veut pas détruire la sécurité interne de l'Égypte par renvoyer des Palestiniens au Sinaï. Puisque, comme il a dit mon confrère Hani Abdelaziz aux États-Unis, et qu'il a dit que il a bien expliqué sa position personnelle. Donc pour moi, si vous voulez, reste la question: comment peut-on vivre ensemble sans parler du projet de Trump ou de Netanyahou ou du monde arabe? Est-ce que cette question a été posée par les leaders? Mohammed bin Salman, par exemple. Et si vous me permettez, on a plusieurs positions devant nous aujourd'hui. On a la Ligue arabe qui a prévenu que la proposition de Trump était une recette favorisant l'instabilité. Le Caire a obtenu un accord de principe pour la tenue d'une réunion ministérielle d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique après ce sommet. On a vu plusieurs refus de plusieurs pays arabes ou européens contre le plan de Trump de déplacement des Palestiniens ou de déportation des Palestiniens. Comment vous voyez cette concordance de position entre tout ce monde-là, et est-ce que ça va aboutir à ce qu'on aspire à la fin à avoir deux États, un État palestinien et un État israélien qui vivent côte à côte? Allô? Oui, bien sûr que je vous entends, mais quand on dit un État palestinien et un État israélien, on va avoir un côté des gens qui disent oui, mais comment peut-on réaliser un État palestinien avec Hamas? Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont rejeter Hamas, Qui va Israéliens. rejeter Hamas? Les Israéliens? Et depuis toujours, il y avait un conflit entre Israël et Hamas. D'accord. Et donc, si vous voulez, reste la question de Anwar el-Sadat, qui en 1967, il a obtenu le prix Nobel de la paix, puisque tout le monde était en accord à l'époque de Begin et à l'époque de Shimon Peres. Et il y avait la question de paix. Carter et le président américain
ne disait pas à l'époque qu'on va déporter les Palestiniens ou on va déporter quiconque. Non, il y avait une solution de vivre ensemble. On n'arrive pas, depuis 1977 jusqu'à maintenant, à réaliser comment peut-on vivre ensemble. Et c'est ça la question qui est posée par Abolret dans la Ligue arabe et aussi aux Israéliens et aux Américains. Ça ne suffit pas de dire qu'on va envoyer 2 millions de Palestiniens en dehors de Gaza ou en Arabie Saoudite ou en Égypte. Toutes ces solutions ne sont pas des solutions qu'on peut exécuter ou pratiquer. Elles ne sont pas pratiques, si vous voulez. Hein? Oui. Et donc, je pense que la diplomatie a un rôle très important à jouer. Et il n'y a pas, on doit faire en sorte qu'il n'y a pas d'agressifs et des victimes. Il ne faut pas qu'il y ait des victimes. À partir du moment où on va faire la victimisation, on va donc pas trouver de solution. Donc le 4 mars, si vous voulez, si chaque parti, soit en Israël, soit aux États-Unis, soit en Égypte, soit en Arabie Saoudite ou en Jordanie, à Amman, si on réfléchit à la question comment peut-on vivre ensemble en paix, c'est la question qui a été posée par Anwar el-Sadat et qui a été réalisée par sa visite au Knesset. Et qu'à l'époque, le monde arabe a considéré ça une trahison de la cause palestinienne. Et ce qui n'est pas vrai. Ce qu'il cherchait, Sadat, c'est comment vivre ensemble, comment arrêter Qu'est-ce qu'on a gagné depuis le 7 octobre? Est-ce que Hamas a gagné quelque chose? Est-ce que les Palestiniens, ils ont gagné la paix? Est-ce que le monde arabe, est-ce que toutes ces solutions-là sont des solutions extrémistes, radicaux? C'est pas, on veut pour répondre à cette question, je dois vous dire pour répondre à cette question, je dois vous dire que le monde entier a changé de vision vis-à-vis de la cause palestinienne. Ils ont compris les atrocités, ils ont vu les atrocités des Israéliens. Toute une nouvelle génération en Europe et aux États-Unis a commencé à comprendre que ce que fait Israël, c'est un génocide envers les Palestiniens. Docteur Ali Kamel, vous êtes analyste politique. Merci pour vos éclaircissements. Et on passe à notre quatrième sujet. La guerre dévastatrice dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 a entraîné une perte de vie, des déplacements massifs et de vastes dommages sociaux, physiques et d'infrastructures, ce qui a entraîné une profonde crise humanitaire. Les effets se sont également répercutés sur la Cisjordanie. Selon les estimations de la Banque mondiale des Nations unies et de l'Union européenne, la bande de Gaza a besoin de 53 milliards de dollars pour la reconstruction. La bande de Gaza, dévastée par 15 mois de guerre sanglante israélienne, a besoin de 53 milliards 200 millions de dollars pour sa reconstruction, selon les estimations de la Banque mondiale des Nations unies et de l'Union européenne. Selon le rapport conjoint publié par la Banque mondiale, Gaza a besoin d'un financement urgent de 20 milliards de dollars à court terme dans les 3 premières années et le reste dans les années à suivre. La priorité doit être accordée dans l'immédiat à la restauration des services sociaux tels que la santé, l'éducation, l'énergie, l'eau et les télécommunications, ainsi que le nettoyage des décombres. Le rapport a estimé que les dommages entre octobre 2023 et octobre 2024, soit les pertes directes de la guerre, s'élèvent à 49 milliards de dollars. Les dégâts aux infrastructures sont estimés à environ 30 milliards et les pertes économiques et sociales sont de 19 milliards de dollars. Le logement est le secteur le plus perdant, avec à peu près 16 milliards de dollars américains, alors qu'un précédent rapport de l'ONU avait établi que plus de 90% des logements dans la bande ont été détruits. À la fin du rapport, les 3 entités ont affirmé que leurs organisations sont prêtes à soutenir la préparation de ces travaux et leur mise en œuvre une fois les conditions réunies.
La guerre dévastatrice dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 a entraîné une perte de vie, des déplacements massifs et de vastes dommages sociaux, physiques et d'infrastructures, ce qui a entraîné une profonde crise humanitaire. Les effets se sont également répercutés sur la Jordanie. Selon les derniers chiffres en janvier, plus de 48 000 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, outre plus de 110 000 blessés. Plus de 2 millions de personnes, soit presque toute la population de Gaza, ont été déracinées de chez elles et sont confrontées à de graves pénuries de toutes les nécessités.